Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver cette semaine encore pour un webinaire revue technique des marchés avec Laurent Albi, donc le président de la FAT. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Bonsoir Laurent. Nous allons cette semaine, comme nous l'avons dit la semaine précédente, faire un webinaire orienté théorie et moins, je dirais, analyse d'une panoplie de titres. Laurent, sans plus attendre, je vais te donner la main pour que tu puisses présenter le sommaire et ensuite tes charts. Merci Mathieu. Tu devrais pouvoir le Alors, faire. voilà, donc normalement vous devriez avoir tout sous les yeux. Bonsoir à tous, donc nous sommes jeudi 23 novembre. Bienvenue à ce nouveau webinaire, revue technique des marchés. Alors cette semaine ça va être un petit peu moins une revue comme vous la connaissez. Et on va s'attarder un petit peu plus sur des questions que vous nous avez posées, des questions qui pour le coup sont beaucoup plus théoriques, qui mêlent à la fois des problématiques liées à l'analyse et au trading, et des questions au demeurant fort intéressantes, et qu'on a donc décidé de vous montrer et auxquelles on va répondre, je l'espère, avec le maximum de détails, tout en restant bien évidemment dans le cadre habituel de cette heure que nous passons ensemble. Alors cela dit, on a quand même eu des questions sur des titres, beaucoup de questions sur les actions. Alors cette semaine, on va faire un petit peu moins d'actions et un petit peu plus de théorie. J'ai quand même choisi mis à part le CAC que nous voyons, que nous examinons chaque semaine, quatre autres valeurs qui m'ont paru intéressantes dans des secteurs complètement différents. Dans la techno, on a eu une question sur, excusez-moi, AK Technologie, valeur très forte. Services financiers Euraseo, dans le secteur des matériaux de base ArcelorMittal, et puis dans la construction, on va regarder ensemble Vinci. Alors pour tous ceux dont les demandes, dont les actions ne figurent pas sur ce sommaire, ne nous en voulez pas. On rattrapera notre retard la semaine prochaine, je vous promets, et on répondra donc à toutes vos questions sur les valeurs dont nous n'allons pas parler maintenant. Et puis après, on va essayer d'aller rapidement sur cette première partie de webinaire, et puis ensuite, on va aller directement donc aux questions, et je vais vous y répondre. Voilà, donc c'est le webinaire de cette semaine, webinaire comme vous le savez mené conjointement par BNP Paribas et la FAT, l'association française des analystes techniques que je représente, mission de la FAT qui est de faire la promotion d'une analyse technique de qualité. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble pendant 60 minutes. Voilà, alors sans plus tarder, on passe au chart. Et je vais vous montrer donc ce chart du CAC 40. Alors comme d'habitude, on regarde d'abord la progression des cours en bougie hebdomadaire pour reprendre un petit peu de recul, et puis après on descendra pour avoir un petit peu plus de timing sur l'horizon court terme en bougie quotidienne. Alors en hebdomadaire sur le CAC, eh bien, on avait vu la semaine dernière que la tendance avait été confirmée avec l'inscription d'un nouveau sommet. Et puis malheureusement, cette confirmation, elle a pas fait long feu, puisque tout de suite après, il y a eu une combinaison de trois bougies qui signalent. Alors je vais zoomer un petit peu. Rapidement, voilà, une combinaison ici de trois bougies en étoile du soir qui signale potentiellement une correction à venir qui depuis a été confirmée. Une étoile du soir, c'est quand vous avez une longue bougie blanche ici
qui est dans le sens de la tendance, une petite bougie au milieu qui est souvent soit une toupie, soit un doji, en l'occurrence c'est une toupie ici, et puis derrière une très longue bougie noire qui repénètre très largement le corps de la bougie blanche. Il faut que cette pénétration soit au moins de 50% dans le corps de la blanche. Là on voit qu'elle a quasiment retracé l'intégralité de cette bougie, et c'était donc une étoile du soir tout à fait tout à fait valide, qui de surcroît se mettait en place sur un niveau de résistance, et c'est cette étoile du soir qui a réintégré donc le range précédent. Alors on a eu une bougie qui a confirmé donc cette étoile du soir, ça c'était la semaine dernière, et puis cette semaine on voit qu'on a un rebond. Alors le niveau qui est important de retenir sur le CAC 40 en bougie hebdomadaire, c'est ce niveau donc des 5000 points. À moyen terme, c'est un niveau qui, tant qu'il n'est pas cassé, tant qu'il n'est pas enfoncé, eh bien, permet au CAC 40 de préserver une nature haussière. Alors évidemment, plus on s'approchera de ce niveau de support, et plus la texture neutre sur le CAC prendra de l'importance, avec effectivement une validation du retour à la neutralité sous le niveau à 5000 points. Alors cette semaine, on a eu regardez une bougie blanche qui montre que, en tout cas, la baisse de ces 2 dernières semaines est contenue. Toute la question, c'est de savoir, est-ce que cette bougie blanche, c'est une respiration dans la baisse de ces 15 derniers jours avec, à la suite, une reprise de ce mouvement baissier de très court terme, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, sur 5268 points, c'est la fin de la correction et on va aller retester le niveau des 5500 points. C'est cette question que le marché se pose actuellement. Alors, on va aller maintenant sur du court terme pour voir si on a des éléments de réponse à cette question. Alors, quand on passe en court terme, déjà, ce que j'aimerais pointer à votre attention, c'est la différence de rythme dans la hausse qui a lieu maintenant depuis 7 jours, avec la très forte accélération baissière qui précède. Autrement dit, on a l'impression quand on regarde ce chart, qu'on a ici, dans la baisse, une impulsion avec des bougies. Je vais zoomer pour vous permettre de bien voir. Voilà, regardez. On a ici des bougies rouges qui ont toutes des corps qui sont extrêmement étirés et qui montrent donc la nature impulsive de la correction. Et puis, à contrario, quand on est allé chercher ce niveau à 5260 points, un petit peu au-dessus, eh bien on remonte et remarquez donc que maintenant c'est assez poussif. Alors pourquoi je dis que c'est poussif? Eh bien parce que vous le voyez, on a des corps de bougies qui s'enchevêtrent les uns les autres, qui se chevauchent, et par conséquent on voit bien que c'est beaucoup plus dur pour le CAC de progresser à la hausse que ça ne l'était de progresser à la baisse. Alors c'est un premier élément qu'il faut garder à l'esprit, parce que on observe une différence de comportement des opérateurs quand ils étaient vendeurs et quand ils sont maintenant acheteurs. C'est un argument qui ferait pencher donc la balance vers une reprise de ce mouvement baissier qui a commencé donc au début du mois de novembre. Alors, cela dit, sur les niveaux, on a quand même un point intéressant à souligner, c'est l'inscription d'un doji sur un 50% de retracement de toute l'impulsion précédente. C'était également ce 50% un gap haussier qui avait été ouvert donc le 21 septembre et qui avait été validé en tant que support. Alors, on a maintenant, vous le voyez, avec ces 3 mèches qui ont été inscrites aujourd'hui, hier et avant-hier, des acheteurs qui ont un petit peu de mal à continuer leur progression et qui, vous le voyez, échouent pour le moment à dépasser ce niveau à 5380 points. 5380 points, c'est 50% de toute la baisse précédente. Autrement dit, vous voyez, il y a beaucoup de ratios de Fibo qui font écho les uns aux autres et qui structurent pour le moment assez bien l'évolution du marché. Alors la semaine dernière, rappelez-vous, je vous disais que je pensais qu'il y aurait une grande difficulté pour le CAC à dépasser ce niveau des 5380 points. Je vous disais que dans un premier temps, c'était une résistance
résistance qui avait été marqué ici, que c'était un 50% et que ça marquait également le point de croisement des deux moyennes mobiles et que c'était vraisemblablement un point qui, s'il était dépassé, signalerait la durabilité de court terme du rebond. Ça fait 3 jours qu'on est sous ce niveau, on a encore du mal à le dépasser. Autrement dit, même si la journée, la séance d'aujourd'hui est plutôt positive, je ne serai pas surpris, et ça sera le mot de la fin, de voir un CAC qui reprend un schéma de consolidation, c'est-à-dire qui pourrait tout à fait rebaisser ce CAC 40 vers 5320, 5300 points pour construire une base possible de rebond à partir de laquelle il y aurait à nouveau un élan haussier et pour le coup un franchissement de résistance. Autrement dit, pour reprendre mes propos et les simplifier, il est tout à fait possible que nous n'ayons pas un franchissement de ce niveau dans l'immédiat, mais que nous ayons une petite consolidation qui va apparaître dans les jours prochains, les 48 prochaines heures. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les marchés américains étaient fermés, que demain, ils ne seront ouverts que pendant la matinée et que par conséquent, on a des marchés européens qui sont un petit peu orphelins et par conséquent, on pourrait ne pas être surpris de voir un petit peu d'hésitation avant la reprise donc d'un mouvement plus directionnel la semaine prochaine. Donc, si demain, on ne franchit pas ces 5380 points, cela ne veut pas dire qu'on repart forcément à la baisse, mais peut-être que le CAC a besoin d'un peu plus de temps pour consolider avant de reprendre, si c'est ce que les opérateurs décident, le chemin de la hausse qui pourrait s'inscrire, pourquoi pas, dans une saisonnalité qui par ailleurs est plutôt favorable en fin d'année pour les actions. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est que à la baisse à court terme, il ne faut pas que ce doji, plutôt que la mèche basse de ce doji à 5267 soit enfoncée en clôture et a fortiori qu'on aille chercher le gap et qu'on aille le clôturer. Là pour le coup, si c'était le cas, alors on pourrait aller beaucoup plus bas, typiquement vers ce niveau de support suivant aux alentours des 5200, 5180. Ce n'est pas pour le moment mon scénario central. Mon scénario central, c'est celui d'une consolidation avec éventuellement donc un rebond à suivre. En tout cas, tant qu'on n'a pas cassé ce gap, c'est le chemin que je privilégie pour les prochains jours sur le CAC 40. Voilà ce qu'on pouvait dire donc à court et moyen terme. S'il n'y a pas de questions, on enchaîne directement avec la première valeur et c'était donc AK Technologies. Pas de questions sur le CAC, Laurent, donc tu peux passer à AK. Très bien. Alors, AK Technologies, comme son nom l'indique, on est dans un secteur qui est donc la technologie, qui est fort. On a une valeur qui, pour le coup, est à moyen terme dans une phase haussière neutre. Alors, pourquoi haussière? Eh bien, parce que on a toujours un creux ici qui n'a pas été enfoncé et par conséquent on a une séquence directionnelle qui est toujours positive avec une succession de creux et de sommets ascendants. Pourquoi je dis qu'elle est haussière neutre? Eh bien parce qu'on n'a pas réussi à dépasser le précédent sommet. Si AK Technologies, ou plutôt si les investisseurs positionnés sur AK Technologies avaient été suffisamment motivés et sûrs d'eux-mêmes sur la capacité du titre à pourvoir un potentiel haussier significatif, eh bien, ils auraient été en mesure de pousser les prix suffisamment à la hausse pour franchir le précédent sommet. Manifestement, ça n'a pas été le cas puisque vous le voyez, on a eu, je vais zoomer un petit peu, on a eu, vous voyez, toutes ces bougies ici qui n'ont pas été en mesure de dépasser le niveau à 52,40 €, niveau de résistance qui, par ailleurs, se positionne sur le haut de cette bougie hebdomadaire du mois de mai à 52,88. Donc vous le voyez, on est potentiellement sur AK, sur un titre qui est en train de construire un trading range. Ce trading range, pour le moment, n'est pas encore validé. Il le sera si et seulement si on retourne sur la zone de support à 41,12 €, plutôt 42 €, vous voyez cette petite zone ici, et que on aura à ce moment-là 2 points de contact sur la résistance, 2 points de contact sur le support, autrement dit un range qui est en formation et par conséquent dans ce cas-là on pourra tout à fait envisager de payer le support
pour participer à un rebond qui normalement devrait être en mesure de retourner sur le niveau de résistance et de la franchir, à moins que le consensus n'évolue de manière défavorable, et auquel cas nous n'irons que sur la moitié du range, c'est-à-dire autour de 46, et là pour le coup il y aura de nouveau une pression vendeuse qui se manifestera. C'est encore trop tôt pour avoir un avis tranché sur AK à moyen terme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est donc haussier avec, vous voyez, une moyenne mobile à 50 périodes, c'est-à-dire à 50 semaines, autrement dit une moyenne mobile d'une année, qui est toujours très bien orientée à la hausse, qui arbitre les creux. Vous le voyez, ceux-ci ne vont même pas chercher la moyenne mobile pour qu'un rebond s'organise, autrement dit un titre qui reste fort. On va voir maintenant ce qui se passe. Est-ce que le consensus a évolué ou pas sur AK? C'est toute la question qu'on peut se poser. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est le niveau de support à moyen terme. Celui-ci est positionné à 41,12 €. Vous le voyez, ou 42 €, c'est selon. En tout cas, vous voyez, c'est ce segment vert. Alors peut-être que je vais le monter un petit peu. Voilà, on va le monter à 42 €. Tant qu'on a des cours qui sont au-dessus de ce niveau, alors on a une lecture qui est plutôt favorable avec, vous le savez, un trading range qui est a priori considéré par l'analyse technique comme une figure de continuation. Autrement dit, c'est simplement une pause dans la hausse, pause qui pourrait être interrompue avec un retour, un redémarrage haussier à partir de ce niveau de support. Alors, quand on se met à court terme, eh bien, on retrouve bien évidemment cette séquence de latéralisation des cours. À court terme, je suis repassé neutre parce que vous le voyez, on avait ici une zone de support. Alors en clôture, elle est à 49,50. Sur la mèche, elle est à 48. En tout cas, vous le voyez, on a eu une hésitation et une incapacité des acheteurs, pardon, à dépasser ce niveau de résistance, et on a enfoncé donc le creux qui sépare, ce qui peut être interprété comme un double top de très court terme. Alors le double top, il a déjà donné ce qu'il devait, c'est-à-dire que vous le savez aussi, quand on a un double top, on projette la hauteur du sommet vers la ligne de coup à la baisse, et ça nous donne la première cible baissière. Cette cible, elle a été atteinte avec, vous le voyez, donc ce retour sur ce gap haussier qui a été comblé, enfoncé, et puis on a eu un petit retour depuis. Alors, la projection de la hauteur du double top vers le bas, c'est le minimum que peut donner la figure, mais potentiellement, le double top peut retourner tout le mouvement qui précède sa construction. Autrement dit, le retour vers 42 € ne peut pas être exclu sur AK Technologies. Alors pourquoi il ne peut pas être exclu, à part le fait que le double top peut retourner sur le point d'origine de la tendance qui le précède? Eh bien déjà parce que, regardez, on a des prix qui ont du mal à rebondir pour le moment, puisque c'est vrai qu'il y a eu un rejet sur le gap, mais ça fait maintenant 3 jours que ça consolide un petit peu. On a un RSI qui est allé chercher une zone très basse de survente à 25. On a une perte totale de momentum, c'est ce que nous signale l'ADX, avec pour le coup, c'est ce que je retiens, un DI- qui est passé au-dessus du DI+. Autrement dit, on est vraiment maintenant dans une petite consolidation sur AK qui s'intègre à l'intérieur d'une consolidation plus large qui a démarré donc au mois de juin. Alors, je suis repassé neutre donc sur la rupture de ce niveau de support à 49. Donc maintenant, soit effectivement on casse le dernier creux à 45,92, autrement dit à 46 €, et là pour le coup, on va avoir un sommet, un creux, un sommet plus bas et un creux plus bas, autrement dit la définition d'une tendance baissière, et là on aura la confirmation que ce mouvement haussier qui a démarré en septembre est maintenant invalidé, il s'est retourné, et donc si on a une tendance baissière, ça ouvre la voie vers une dépréciation supplémentaire des cours vers 42. Deuxième hypothèse, on est effectivement dans le cadre d'un rebond technique, on peut aller chercher cette zone à 49,50, 50, et là on pourrait avoir de nouveau une pression vendeuse qui s'exerce avec un retour sur 46. Alors je résume parce que c'est peut-être un petit peu compliqué à suivre. Premier scénario, on casse 46 €. Si on casse 46 €, la tendance de court terme est baissière et on retourne sur 42.
Deuxième scénario, on baisse, mais pas tout de suite. On va d'abord chercher ce niveau à 49,50 €, 50 €, c'est-à-dire dans cette zone, et puis on rebaisse ensuite. On aurait des acheteurs qui n'arriveraient pas à dépasser cette polarité entre 49,50 € et 50, et donc on rebondit, on retourne chercher le 50% et on rebaisse derrière. Troisième scénario, on continue de monter, on va chercher le précédent sommet à 52 et on le dépasse. Si c'est le cas, alors la tendance haussière de moyen terme sera confirmée. Pour le moment, en ce qui me concerne, j'ai une lecture qui n'est pas très positive sur AK parce que le gap a été enfoncé, parce que le RSI est très baissier. Autrement dit, je n'exclus pas, et ça serait peut-être presque mon scénario favori, je n'exclus pas une continuation baissière de court terme sur AK avec comme cible intermédiaire 44 € et puis 42 €. Voilà ce qu'on pouvait dire sur AK Technologies. On va maintenant passer au titre suivant, Eurazeo, secteur des services financiers. Alors, Eurazeo, tendance haussière, démarrée en 2012, avec une séquence directionnelle forte entre 2012 et la mi-2014. Ensuite, on a assisté à un grand trading range latéral entre 2014 et mi-2016 pendant 2 mois. Et puis après, une phase d'impulsion haussière extrêmement puissante, puisque je vous le rappelle, ce sont des bougies hebdomadaires que vous avez ici à l'écran. Alors, dans cette phase d'ascension sur Eurazeo, vous avez une progression qui est haussière. Alors, attendez, je vous demande une seconde. Sur Eurazeo, donc il n'y a pas de correction sur le titre depuis que l'impulsion en septembre a été mise en place. Là, pour le coup, on a regardé un gap baissier qui a été ouvert avec derrière une très grande bougie noire. Alors, concrètement, tant que le niveau de moyen terme d'invalidation de la tendance haussière à 68 € n'a pas été enfoncé, on est toujours dans un mouvement qui est positif avec une tendance qui est haussière. Ce n'est que la rupture de 68 € qui montrerait qu'effectivement on a un consensus qui évolue de manière négative sur le titre. Donc pour tous ceux qui sont positionnés sur Eurazeo à moyen terme, c'est 68 € qui donnera le signal d'un retour à la neutralité à partir d'une tendance haussière. À court terme, sur Eurazeo, je vous signalais tout à l'heure donc ce gap baissier. On est maintenant dans une tendance neutre sur le titre parce que le dernier creux ici, qui précède le dernier sommet, a été enfoncé. Autrement dit, vous le voyez, toute cette séquence ici directionnelle de creux et de sommets qui sont ascendants, eh bien, a été interrompue avec ce gap qui a été ouvert sous ce niveau de support et cette très forte accélération baissière. C'est pour ça que je suis à moyen terme toujours haussier et à court terme, je repasse neutre puisque j'ai l'ouverture d'un gap sous un niveau de support important. Par ailleurs, regardez, nous avons deux moyennes mobiles, la courte et la moyenne, pardon, qui ont croisé à la baisse. Nous avons des prix qui sont sous la 10 période et sous la 43 période, autrement dit des cours qui ont largement et assez significativement corrigé l'impulsion qui a démarré au mois de septembre. Et puis, quand on regarde les indicateurs techniques, on a un RSI qui est très survendu et qui ne ressemble plus à un RSI de marché haussier, puisque je vous le rappelle, les bornes du RSI dans un marché haussier sont entre 80 et 40, et que là, on est descendu à 25.
Autrement dit, on a un RSI qui nous montre une force vendeuse tout à fait nouvelle qui apparaît sur Euraseo, et on voit également que on avait un petit niveau de support ici, un petit peu en dessous de 74, qui a été enfoncé dans la baisse, et que ce niveau de support a ensuite servi de résistance, et que pour le moment, même si c'est vrai que on ne baisse plus sur Euraseo, on voit qu'il n'y a pour le moment aucun rebond. Alors si on veut voir le côté plein du verre, eh bien on va affirmer que les prix se stabilisent, et que peut-être ils se stabilisent pour rebondir. C'est une interprétation tout à fait recevable. On peut également affirmer que on ne rebondit absolument pas sur 72 euros, et que cette absence d'intérêt acheteur signale simplement que les prix sont survendus, qu'ils attendent cette moyenne mobile à 10 périodes, et que dès qu'ils vont rentrer en contact avec elle, il y a une chance de voir, d'assister à une reprise de la tendance baissière vers 70 euros, puis vers 68 euros. Autrement dit, sur Laurent, Euraseo. Juste, je termine, je Mathieu, t'en prie, à vas-y. Euraseo, donc à moyen terme, toujours haussier, au-dessus du niveau de support. À court terme, en revanche, on est maintenant en présence d'un marché qui est neutre, avec un risque baissier qui, pour le moment, ne s'est pas amenuisé, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de rebond à partir des niveaux actuels. Oui, Mathieu, excuse-moi, je t'écoute. Donc non, non, je t'en prie. Hubert demande si tu utilises Fibonacci pour connaître les niveaux de retracement. Pardon. Oui, alors, les niveaux de retracement sont donnés par les ratios de Fibo, le 38,2 et le 62, et puis au milieu, il y a le 50, et ce sont trois niveaux qui sont en général les niveaux à partir desquels on va assister à des rebonds. Alors dans une tendance haussière, par exemple, un retracement de 38%, c'est le minimum, ou plutôt c'est tout à fait sain, légitime d'avoir un marché qui retrace à 38% et qui repart ensuite. Quand un marché euh, retrace 50% de l'impulsion précédente, c'est-à-dire qu'il redonne, en fait, que le marché redonne la moitié de tout de la progression précédente, eh bien c'est déjà un signe de faiblesse un petit peu plus accentué, et par conséquent on peut toujours viser un nouveau sommet, mais il y a un risque qu'on s'arrête sur le précédent sommet. Et puis quand on a un niveau de retracement de 62% de l'impulsion précédente, alors là les probabilités sont plutôt d'aller rechercher le précédent sommet, et de ne pas avoir un dépassement, en tout cas du premier coup, mais un rejet, et puis peut-être derrière un dépassement de la résistance. Alors, juste pour terminer sur Euraseo, le niveau de prix qui confirmerait donc la reprise de la tendance haussière, c'est un dépassement des 81 euros. Là, pour le coup, si on a un rebond et qu'on casse 72 euros, alors on aura un mouvement correctif qui signalera vraisemblablement un test de la zone à 68 euros. Comme je vous disais tout à l'heure qu'on est en train de se stabiliser autour de 72 euros, on peut tout à fait avoir, à partir de ce niveau de prix, un rebond, une reprise technique qui irait chercher la zone des 76-77 euros. Et puis là, on aurait de nouveau un courant vendeur qui se mettrait en place et qui referait baisser les prix derrière. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Euraseo. Tant qu'on est au-dessous de ce niveau immédiat de résistance à 74 euros, on a un biais qui privilégie la continuation baissière. On va regarder maintenant ArcelorMittal. Alors, ArcelorMittal, vous le voyez, on est depuis début 2016 dans un contexte qui est haussier, mais qui est lui aussi maintenant dans une tonalité un petit peu plus neutre, puisque on a d'une part rompu, enfoncé le précédent niveau de support haussier, autrement dit on repasse neutre. Derrière, malgré tout, on rebondit, on retourne vers le précédent sommet, on n'arrive pas, regardez, à tester le sommet, et pour le moment, on en est là. Donc, je privilégie pour le moment
une lecture haussière neutre avec une confirmation donc de cette tendance haussière sur franchissement de la résistance à 26,58. Tant qu'on est sous cette résistance à 26,58, on est sur une construction latérale sur ArcelorMittal. Alors quand on regarde le chart à court terme, on voit que on est en présence de moyennes mobiles qui sont toujours haussières, mais vous admettrez que la 10 période est particulièrement volatile en accord avec les prix, et puis surtout qu'on avait ce niveau de support ici dans la tendance haussière qui a été enfoncée. C'est la raison pour laquelle j'ai un biais neutre maintenant sur ArcelorMittal. Quand on regarde les indicateurs techniques, j'ai un RSI qui ne dit pas grand-chose. Il a fait un plus bas à 37. Ça montre un petit peu de faiblesse. Et puis on a un ADX qui ne signifie absolument plus rien puisqu'il est en baisse et qu'on a un DI plus et un DI moins qui n'arrêtent pas de s'enchevêtrer. Alors, on est donc sur un marché qui est depuis le mois de juin dans une dynamique qui est haussière, qui s'est dégradée ces dernières semaines. Il faudrait refranchir ce niveau de résistance pour avoir une confirmation du courant acheteur. En tout cas, tant qu'on est sous les 26 €, eh bien même à court terme, on reste dans un contexte neutre. Et puis si on revenait casser ce niveau de support à 23 €, alors effectivement, cela signalerait qu'on va aller vraisemblablement chercher le niveau de support suivant à 21 €. Donc, en synthèse sur Arcelor, on peut dire que compte tenu du mouvement haussier qui est en train de se mettre en place, on ne peut pas exclure de retourner sur la résistance. C'est là que tout va se jouer. Si on dépasse ce niveau de résistance avec une clôture significativement au-dessus, alors on a une tendance qui repart. Si effectivement on n'y arrive pas, alors c'est cette lecture en range qui devra être privilégiée. On va regarder maintenant Vinci. Alors là, c'est un titre qui est extrêmement fort, puisque vous le voyez, depuis 2012, on est dans une tendance haussière très forte, avec là, depuis ces dernières semaines, un mouvement impulsif extrêmement fort. On est en train d'inscrire un nouveau sommet sur Vinci, avec une bougie hebdomadaire qui, si elle se terminait comme ça demain, vendredi, signalerait donc l'inscription d'un nouveau sommet, et c'est donc une confirmation de la tendance. Alors sur Vinci, à moyen terme, pour tous ceux qui ont cette valeur en fond de portefeuille, eh bien le niveau à ne pas enfoncer, c'est 73 €. Tant qu'on est à moyen terme au-dessus de ce niveau de support, la lecture sur Vinci à moyen terme demeure haussière. Quand on regarde le titre à court terme, le niveau de support qui précède le sommet actuel, il est à 83 €. Autrement dit, c'est ce niveau d'invalidation que je vais maintenant retenir à court terme pour que le mouvement haussier actuel demeure intact. Tant qu'on est au-dessus de 83, on est sur un mouvement qui a été initié donc à la fin du mois d'août, qui s'organise en 3 temps: impulsion, consolidation, impulsion. En fait, je devrais dire en 4 temps: impulsion, consolidation, impulsion, correction, et de nouveau donc impulsion. C'est donc sur Vinci une tendance qui est clairement haussière, avec des prix qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes, au-dessus du creux à partir duquel on a une reprise donc de la tendance de court terme. Puis quand on regarde l'ADX, il est très haut. Le DI+ est toujours au-dessus du DI-. Quand on regarde le RSI, il est clairement positionné au-dessus de 50, avec une nouvelle incursion dans la zone de surachat. Autrement dit,
beaucoup de force sur Vinci et donc une tendance qui devrait continuer, d'autant plus que le titre fait partie d'un secteur qui est fort, c'est celui de l'industrie et par conséquent on a un titre qui est fort dans un secteur qui l'est également, les deux surperforment le marché. Autrement dit, on a des tendances qui devraient se poursuivre à court et moyen terme sur le titre. Voilà Mathieu et chers auditeurs, ce qu'on pouvait dire sur tous les titres que nous avons décidé de regarder ensemble. À moins qu'il y ait des questions, on va regarder maintenant les questions théoriques qui nous ont été posées cette semaine. Est-ce qu'il y a des questions, Mathieu? Pas de questions pour le moment. Là, c'est le moment, donc il faut sortir ses crayons, ses cahiers. Laurent va commencer le cours, je dirais, la partie théorique. Voilà. Alors, j'ai conservé les questions que j'ai pensé être celles qui représentaient le plus vos préoccupations et qui allaient donc intéresser le maximum de personnes. Alors, la première question, c'est Alain qui nous la pose. On va la lire ensemble. Ma question concerne l'indice CAC 40. Je souhaiterais savoir si l'analyse graphique arrive à déceler 1 ou 2 jours avant la grande probabilité d'une sortie par le haut ou par le bas d'un range qui s'est constitué. Le fond de ma question est de savoir si l'analyse graphique contient une méthodologie de prévision des ruptures. Alors effectivement, Alain, c'est une question qui est intéressante parce que quand les marchés sont en range, il y a toujours l'interrogation sur l'issue qui va être celle donnée par le marché à cette formation en range. Alors, ma question, je vous l'ai écrite, elle s'articule en plusieurs points, on va les regarder ensemble. Premier élément, Alain, il faut regarder comment le range est construit. Parce que si vous avez affaire à un range qui est très compact dans une tendance haussière, par exemple, ça veut dire que le marché est en train de consolider de manière ordonnée et que par conséquent, c'est vrai que on a des opérateurs qui font une pause et qui reprennent entre guillemets leur souffle, mais le consensus qui est partagé, eh bien, il est toujours haussier si ce range qui est compact se forme dans une tendance haussière. L'analyse technique nous dit que les ranges sont a priori des figures de continuation. Donc, quand ils s'intègrent dans une tendance haussière, eh bien, c'est simplement une pause dans cette tendance avant une reprise donc du directionnel positif. Si au contraire, on a un range dans une tendance baissière, on devrait en sortir par le bas. Donc, première réponse, quand le range est ordonné, et puis d'ailleurs, j'imagine que vous connaissez ces figures techniques qui sont appelées des drapeaux, eh bien c'est typiquement des ranges qui sont des figures de continuation, puisqu'on a un mât, c'est-à-dire une très forte impulsion haussière, dans le cas d'une tendance haussière, une toute petite consolidation de contre-tendance, et puis on en sort par le haut et on continue de filer. Donc premièrement, il faut, Alain, regarder si le range est compact ou pas, et regarder également si ce range se construit à l'intérieur d'une tendance ou pas. Deuxièmement, vous pouvez regarder la couleur des bougies à l'intérieur du range. Imaginons que nous ayons par exemple un marché qui est haussier et qui depuis 3 semaines est en tendance plate. Donc 3 semaines, ça fait une quinzaine de bougies. Okay, puisqu'il y a 5 séances par semaine. Donc ça fait 3 semaines et 15 bougies quotidiennes que le marché ne fait plus rien. Eh bien, regardez, comptez les bougies rouges ou noires, c'est-à-dire les bougies de baisse, et comptez les bougies blanches ou les bougies vertes, qui sont des bougies de hausse. Et si vous avez beaucoup plus de bougies vertes que de bougies rouges, Alain, alors, c'est loin d'être une certitude, il y a un élément supplémentaire qui peut nous faire penser que la sortie du range sera haussière. Ce que vous pouvez également regarder, au-delà des couleurs, donc vous comptez les rouges et les vertes, et au-delà des couleurs, vous pouvez essayer d'examiner les volumes et de voir s'il y a des volumes qui sont plus importants sur les bougies vertes ou plus importants sur les bougies rouges. Si
c'est le premier cas, alors on est potentiellement dans une figure de continuation. Si au contraire, on a plus de volume sur les bougies rouges dans le cadre d'une tendance haussière, alors ça signifie qu'on est peut-être dans un contexte de distribution et qu'on va avoir une sortie baissière. Donc regardez la couleur des bougies là et regardez les volumes qui sont associés à ces bougies. Troisièmement, il faut regarder maintenant la hauteur du range, parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'un range qui était très compact, mais imaginez qu'on ait un range qui soit très profond, autrement dit qui représente, je sais pas, 10% ou 15% du prix. Autrement dit, vous avez un très grand espace d'oscillation avec des swings très importants, mais au final, on n'a pas dépassé le précédent sommet et on ne casse pas les supports. On est donc sur un range, un trading range qui est très large. Alors, à ce moment-là, pour anticiper la rupture ou pas du support ou de la résistance, regardez comment on arrive sur cette résistance. Imaginons que vous ayez un marché avec une tendance haussière donc ces dernières années qui va de 40 à 100 euros, donc un très gros bull market sur par exemple 24 ou 36 mois. Et puis depuis 6 mois, on oscille entre 100 euros et 80 euros. Et on fait une tendance plate, entre ces deux bornes. On est allé chercher le support à 80 euros et puis on est monté de manière impulsive très très forte jusqu'à 100 euros. Quelles sont les probabilités pour qu'on franchisse cette résistance à 100 euros? Faible. Pourquoi? Parce qu'on retourne sur la résistance et que tous ceux qui ont payé le rallye, qui est un beau rallye au demeurant, entre 80 et 100 euros, eh bien ils vont prendre leur profit et donc on va avoir une résistance qui va de nouveau fonctionner avec un rejet. Maintenant, imaginons qu'il y ait effectivement un rejet sur cette résistance, que de 100, on rebaisse à 90, et qu'à 90, on ne baisse plus. On remonte à 95. Puis à 95, on stationne un peu, et puis on remonte à 99. Et puis à 99, on ne franchit pas. On retourne à 95, à 92, et puis à 92, on remonte sur 99. On voit qu'à ce moment-là, on a une sorte d'épisode d'accumulation sous la résistance du range. Et là, Alain, j'ai envie de vous dire, les probabilités pour qu'on franchisse la résistance augmentent parce qu'on est monté en flèche sur la résistance, on a eu des prises de profit, on a peu baissé, on accumule sous la résistance, et par conséquent, cette accumulation sous la résistance, ça veut dire qu'on n'a plus beaucoup de vendeurs sous la résistance. Et ça veut dire que par conséquent, on a un consensus qui est en train d'évoluer vers une reprise de la tendance haussière de moyen terme. Donc, si le range est très large, examinez comment le prix est arrivé sur le support ou sur la résistance. Est-ce que le prix est en bout de course sur la résistance et là, attention au piège, parce qu'on pourrait tout à fait sortir du range et le réintégrer. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur le CAC 40. Ou si au contraire, on stationne sous la résistance avant de la franchir, alors là, on va avoir vraisemblablement, Alain, une sortie haussière. Ce qu'il faut également regarder, c'est les moyennes mobiles. Parce que si, par exemple, vous avez un marché toujours haussier, pour conserver cet exemple, un marché haussier qui est monté très 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 vite. Et donc, on a des prix qui se sont écartés de manière substantielle de leur moyenne mobile. Eh bien, on est en situation de surachat. Autrement dit, on va avoir une consolidation plate et en quelque sorte, les opérateurs qui vont attendre l'arrivée de la moyenne mobile pour reprendre leurs achats. Autrement dit, si vous avez un trading range qui se forme alors que les moyennes mobiles sont en retard et qu'elles sont toujours haussières, les probabilités pour que le range se solde par un franchissement de la résistance sont beaucoup plus importantes que si vous avez un range qui se forme avec des moyennes mobiles qui étaient haussières, mais qui se sont retournées et puis qui maintenant s'enchevêtrent à plat. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup de neutralité. Donc, il va falloir que vous examiniez d'autres indicateurs techniques que il faudra que vous examiniez
plusieurs indicateurs techniques, pardon, pour regarder, donc, pour voir s'il y a des éléments qui peuvent vous faire penser que le marché est en surchauffe et que par conséquent, un range s'est créé et qui va repartir à la hausse. Hein. Alors, typiquement, on peut avoir également, comme je vous le disais tout à l'heure, un RSI qui, sur l'impulsion précédente, est monté jusqu'à 80, et puis à l'intérieur du range, se redégonfle donc à 50. Si on a un RSI qui stationne entre 45 et 50, c'est un autre facteur qui nous fait penser qu'on peut avoir une sortie favorable et positive sur le prix avec un franchissement de la résistance. Si au contraire, on a un RSI qui se redégonfle complètement et qui retourne chercher des zones à 25, 30, 35, alors ça veut dire que les probabilités pour que le range se solde par une sortie haussière sont moins importantes. Ok, donc vous pouvez regarder les oscillateurs. Voilà ce qu'on pouvait dire, Alain, sur les sorties de range. Alors, c'est pas une réponse totalement exhaustive parce que ça pourrait presque faire l'objet d'un webinaire entier, les ranges, mais j'essayais de vous donner des réponses extrêmement claires et succinctes pour que vous ayez malgré tout des éléments d'information et de réflexion pour savoir si le marché peut ou pas sortir de manière dans le sens de la tendance d'un trading range. Alors, on continue avec d'autres questions. C'est Dominique cette fois-ci qui me dit, concernant vos remarques sur les ETF CAC, alors ça remonte à un webinaire d'il y a 15 jours, vous dites qu'ils évoluent hors dividendes, mais que deviennent les dividendes des sous-jacents? Ne sont-ils pas redistribués aux détenteurs de l'ETF? Alors, effectivement, Dominique, quand vous achetez un fonds, puisque un ETF c'est un fonds indiciel. Quand vous achetez un ETF qui est donc un fonds et que ce fonds est un panier de valeurs qui verse des dividendes, a priori, ces dividendes vont être reversés à leurs détenteurs. Autrement dit, si vous avez en portefeuille un ETF CAC 40, eh bien, je crois que c'est au mois de juillet que vous allez percevoir les dividendes des entreprises qui font partie du CAC 40 qui versent des dividendes. Alors, attention, néanmoins, parce que vous avez différents ETF de CAC 40 ou différents ETF des mêmes indices, et dans certains cas, vous avez des ETF dont il est mentionné qu'ils reversent les dividendes, et dans d'autres cas, qu'ils sont directement réinvestis. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça change? Eh bien, les dividendes, c'est un revenu, donc ça veut dire que vous pouvez en profiter. Au contraire, s'ils sont directement réinvestis, ce sont des ETF comme des indices Total Return, eh bien l'argent la somme le montant de ces dividendes, eh bien sert à acheter d'autres ETF et donc vous pyramider en quelque sorte votre position avec les dividendes qui sont versés. Autrement dit, pour que vous ne soyez pas surpris, Dominique, il faut faire bien attention quand vous achetez un ETF de comprendre s'il contient d'abord des valeurs qui versent des dividendes, parce que si par exemple vous versez, si par exemple vous souscrivez, vous achetez un ETF qui suit un indice petite capitalisation, eh bien vous ne percevrez pas de dividendes. Ou si vous avez acheté un ETF qui suit par exemple des valeurs technologiques américaines, eh bien je crois que Microsoft ne paye pas de dividendes ou Google ne paye pas de dividendes. Ce sont des valeurs de croissance qui ne payent pas de dividendes. Donc il faut faire bien attention quand vous achetez un ETF, s'il verse des dividendes ou pas. S'il en verse, est-ce qu'ils sont réinvestis ou est-ce qu'ils sont effectivement versés sur votre compte? Voilà, Dominique, ce qu'on pouvait dire sur les dividendes qui sont versés donc par des ETF. Alors, maintenant, on a une question d'Alexandre, très grosse question qu'on va lire ensemble et qui est intéressante. Alexandre nous dit, j'ai pu comprendre qu'il était judicieux de payer un titre dont le cours revient sur le support et de le vendre lorsque le cours atteint une résistance. Alors, premier bémol à cette affirmation, Alexandre, attention. Si vous êtes dans un cadre, dans un contexte de trading range, effectivement, la résistance a de fortes chances d'être vendue. Mais si vous êtes dans une tendance haussière
et que la résistance, c'est juste le précédent sommet. Est-ce que le précédent sommet, c'est vraiment une résistance? Non, c'est juste le niveau à partir duquel il y a eu une correction. Donc en ce sens, on peut dire que c'est une résistance. Mais ça devient vraiment une résistance si une deuxième fois les prix butent sur ce niveau et qu'ils n'arrivent plus à progresser. Autrement dit, dans une tendance haussière, tous les sommets sont dépassés. Donc les résistances sont faites dans une tendance haussière pour être franchies. Donc quand vous êtes dans une tendance, surtout ne vendez pas les résistances parce que ça veut dire que vous allez vendre le premier sommet. Au contraire, restez dans la tendance parce qu'il y a de fortes chances, à moins que vous ayez des signaux d'épuisement par des divergences baissières ou d'autres éléments, restez dans la tendance parce qu'il y a de fortes chances que vous franchissiez ce précédent sommet et que vous alliez plus haut. Dans mon cas, nous dit Alexandre, j'aime utiliser l'indicateur technique MACD. Il arrive fréquemment qu'un titre touche le support, tandis que les informations données par le MACD ne sont pas favorables. Par exemple, la courbe du MACD est inférieure à sa ligne de signal. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se produit souvent un décalage entre le signal d'achat ou de vente relatif au support et aux résistances et les informations favorables ou défavorables transmises par les indicateurs techniques. J'ai l'impression également que certains indicateurs techniques peuvent se contredire. Comment utiliser au mieux les indicateurs afin de prendre la meilleure décision sur un achat-vente d'un sous-jacent? Alors Alexandre, d'abord merci pour nous avoir écrit une si longue question. Merci de la partager avec tout le monde parce que ce sont des questions qui sont essentielles. Et Alexandre, toutes vos questions, encore une fois, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire facile d'1 heure. Alors, de toutes les façons, ce que je voudrais commencer par rappeler, c'est qu'il va y avoir un replay et que vous aurez par conséquent l'occasion de relire à tête reposée la question et de réécouter ma réponse pour bien vous imprégner et comprendre la réponse que j'ai donnée. Alors, premier élément de réponse, Alexandre, ce n'est pas parce que la courbe du MACD coupe sa ligne de signal que les conditions sont défavorables. Alors ça, c'est essentiel de comprendre ça. C'est-à-dire que le MACD, je ne vais pas faire un examen approfondi de cet indicateur technique, mais je vais quand même vous expliquer en 15 secondes comment il fonctionne. Vous avez une courbe qui est souvent noire, qui est en fait l'écart qui existe entre la moyenne mobile à 12 périodes et la moyenne mobile à 26 périodes. Okay. Quand on a un mouvement qui est très fort à la hausse, la 12 période, mécaniquement, c'est facile à comprendre, progresse beaucoup plus vite que la 26 période. Et par conséquent, l'écart entre la 12 et la 26 ne cesse d'augmenter et votre courbe monte. Quand vous avez la 12 période qui commence à baisser, ça veut dire que le marché est en train de corriger. Mais la 26, elle continue de monter. Ça veut donc dire que quand vous avez une courbe qui baisse, ça ne veut pas du tout dire que le marché est en train de se retourner. Ça veut simplement dire que le momentum est en train de baisser et que vous êtes en présence d'une correction. Wilder, qui est la personne qui a construit le MACD, a joint une ligne de signal en 9 périodes. Qu'est-ce que c'est? En fait, il a pris l'écart entre la 12 et la 26, il en a fait une moyenne mobile à 9 périodes, et il a dit, quand la courbe croise la moyenne mobile à 9 périodes, alors j'ai un signal baissier. Ok? C'est pas forcément exact. Il faut savoir travailler le MACD, parce que quand on a une courbe qui croise une ligne de signal, cela veut dire qu'on part en correction, mais pas forcément que le marché est en train de se retourner. Le marché donne un signal beaucoup plus puissant de retournement quand la courbe qui représente donc l'écart entre la 12 et la 26 va aller sous 0. Parce que si vous avez compris tout ce que je viens de vous expliquer, quand la 12 et la 26 vont croiser, l'écart entre les deux va être de 0. Et donc, le MACD va retourner sur 0. Et quand le MACD retourne sur 0 et qu'il passe en territoire négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Que la 12 est passée sous la 26. Autrement dit, qu'on a un risque correctif beaucoup plus important. Ok? Donc, ici, c'est ce que je vous explique. Quand la courbe est sous 0, cela implique
qu'on a un croisement des deux moyennes mobiles 12 et 26. Et donc, il y a une chance importante que la tendance, si elle est haussière par exemple, soit interrompue, mais pas forcément retournée. Pourquoi? Parce que ce qui va valider le retournement d'une tendance, c'est pas du tout le MACD. Vous traitez pas le MACD, vous traitez le prix. Donc il faut que ce retournement de MACD s'accompagne d'une rupture du support qui précède le précédent sommet. Si effectivement le prix a cassé un support qui est de la même famille que le sommet, alors on a une tendance qui n'est plus haussière, mais qui est passée neutre. Si au contraire le prix, il est sur une zone de support, même si le MACD s'est retourné à la baisse, qu'il a croisé sa ligne de signal et qu'il est passé sous zéro, si le prix est sur un support majeur, et si ce support majeur, c'est par exemple un support qui est valide depuis 6 mois, même si le MACD s'est retourné à la baisse, ça vaut peut-être le coup d'acheter le support, parce que vous êtes sur une zone ultra forte. Et si en plus, ce niveau de support qui date depuis 6 mois, c'est un niveau de 38% d'une tendance haussière qui, elle, a 2 ans et demi. C'est encore plus fort. Donc, vous comprenez bien que pour pouvoir interpréter correctement un indicateur technique, il ne faut surtout pas le regarder de manière isolée. Il faut l'intégrer à un contexte technique général qui fait que si effectivement vous avez un MACD qui s'est retourné avec des supports importants qui ont été cassés, là ça valide un retournement baissier. Mais si vous avez un MACD qui s'est retourné et que le support important n'a toujours pas été cassé, moi c'est typiquement un niveau que je payerais pour accompagner un rebond. Ok? Donc c'est important, Alexandre, de toujours regarder le contexte technique global. Alors, Alexandre, il nous fait également part d'une impression de décalage qu'il remarque sur le MACD entre l'évolution de l'indicateur et le prix. Alors, c'est normal parce que le MACD, ce sont des écarts de moyenne mobile qui ont été lissés par une autre moyenne mobile. C'est donc un indicateur qui est toujours en retard. Donc, c'est normal qu'il soit toujours décalé par rapport à l'évolution du prix. C'est parce que le prix a bougé de manière très significative que le MACD va également bouger. Okay? Alexandre nous dit également qu'il a l'impression que les indicateurs ont l'air parfois de se contredire. Alors là, c'est un paragraphe qui est extrêmement important parce qu'il ne faut pas avoir une compréhension superficielle des indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont des fonctions dérivées du prix qui ne sont pas dures à comprendre. Il faut saisir leur construction pour comprendre ce qu'ils vous disent. Il ne faut pas survoler les choses et avoir une lecture superficielle. Parce que si vous avez une compréhension superficielle des indicateurs techniques, alors vous allez en tirer les mauvaises informations. Okay? Comment utiliser au mieux les indicateurs? Eh bien, en comprenant leur construction et leurs conditions d'utilisation. Il y a plein de livres qui ont été écrits qui expliquent vraiment de manière très pédagogique, en vulgarisant donc les connaissances, comment fonctionne le MACD, le RSI. Je vous ai parlé la semaine dernière du bouquin de Pring, il y a 2 semaines du bouquin de Murphy. Lisez-les parce qu'en comprenant en profondeur comment fonctionnent les indicateurs, vous allez comprendre ce qu'ils vous disent et donc vous n'allez pas en tirer les mauvaises conclusions. Okay? Comment prendre la meilleure décision sur un achat? Alors ça, c'est une question clé. Il faut que vous cherchiez ce que j'appelle moi une confluence d'indicateurs qui ne soient pas redondants. Ce que j'appelle des indicateurs redondants, c'est des indicateurs dont les formules mathématiques sont très proches les unes des autres et qui ne font que se répéter les uns les autres. Ne me mettez pas un MACD avec un rate of change, avec un momentum, parce que ça, ils disent exactement la même chose. Mettez-moi des indicateurs qui ne regardent pas les mêmes éléments de marché et qui, si ils disent la même chose, alors augmentent les probabilités de succès pour votre opération de trading. Donc, si par exemple, vous avez dans une tendance haussière un prix qui fait un retracement sur un niveau de FIBO de 38%,
et que ce niveau de Fibo, il est sur un support qui existe, qui a déjà été validé, et que par ailleurs, pour les héliotistes, ce support qui a déjà été validé à 38% de l'impulsion précédente, c'est une vague 4 dans une tendance haussière, et que le RSI, lui, il revient sur 40 ou 45, et qu'on a sur ce niveau une moyenne mobile à 40 périodes qui passe en support dynamique, et que par ailleurs, en Ishimoku, on a un nuage qui est ascendant, qui vient juste sous les prix. C'est ce que j'appelle des éléments qui ne sont pas redondants, qui indiquent que le niveau de support est ultra fort. Un niveau de support qui est ultra fort ne veut surtout pas dire qu'il faut le payer les yeux fermés en étant sûr que ça fonctionne. On raisonne toujours en trading et en analyse technique en termes de probabilité, jamais en certitude. Donc, cherchez des éléments convergents qui ne se répètent pas les uns les autres, et plus vous allez en accumuler, plus vous avez statistiquement de chances que le support soit fort. Voilà, ça c'était la question d'Alexandre. Alors, maintenant, on a une question de François qui nous dit « J'aimerais avoir votre avis sur l'opportunité et l'efficience des ordres stop. L'expérience m'a montré qu'ils sont utiles dans un cas sur deux, en particulier ceux à court terme. En effet, il est fréquent qu'après la réalisation d'un ordre stop, la valeur rebondisse, puis continue de monter. Je suis alors descendu du train trop tôt. » Réponse, ça veut dire, Alain, que vous collez vos stop loss trop près du support. Vous devez laisser un peu de marge pour que le bruit qui va avoir lieu autour de ce support, ce travail d'échange qui va avoir lieu entre les acheteurs et les vendeurs, cette bataille qui va avoir lieu, eh bien, si vous vous mettez au cœur de cette bataille, vous allez être sorti. Mettez-vous à la marge de cette bataille. Donc, quand vous identifiez un niveau de support, mettez vos stops au-dessous de ce support pour que le travail qui va être fait de rebond, on l'espère dans une tendance haussière, si c'est ce que vous escomptez, ait lieu, et que s'il y a des mèches qui partent à la baisse pour aller ramasser tous ceux qui ont mis leur stop, vous ne soyez pas pris dedans. Alors, pour ça, il y a un outil qui est très utile, qui s'appelle l'ATR, je l'ai noté ici, c'est l'Average True Range. Alors, on n'a absolument pas le temps de développer comment fonctionne l'ATR et comment l'utiliser, mais pour aller très vite, le True Range, c'est la volatilité du marché que vous examinez, la volatilité historique. Okay, sur une période que vous allez décider vous-même de mettre en œuvre. 10 séances, 15 séances, 20 séances. Okay, vous allez prendre un ATR sur les 10 dernières périodes. Okay, l'ATR va vous donner en fait la volatilité du marché sur le nombre de périodes considérées, en l'occurrence 10. Si vous avez une volatilité qui représente, je ne sais pas, 1% ou 1,5% du prix, eh bien, vous allez avoir votre niveau de support et vous allez mettre votre stop loss à 1,5% du niveau de support. Okay, je répète, si vous avez un ATR qui est calculé automatiquement sur les plateformes de trading, qui vous donne un chiffre qui représente 1,5% du prix, vous allez identifier la zone, le support, sur votre marché et vous allez mettre votre stop loss 1,5% sous ce niveau. Okay, vous allez vous servir de l'average true range pour mettre votre stop loss. Parce que l'average true range, c'est la volatilité historique de votre marché et donc tout le bruit en fait qui peut exister autour d'une zone. Donc vous allez mettre votre stop au-delà de cette zone. Comme ça, vous allez augmenter les chances de ne pas vous faire prendre par le bruit et par conséquent de voir le train repartir sans vous. François nous dit, nous parle des gaps et que faire pour éviter ces pièges que sont les gaps. Alors la seule manière, François, d'éviter les gaps, c'est de ne pas trader. Okay, je peux malheureusement pas vous donner d'autres réponses que ça parce que les gaps
font partie intégrante du trading. C'est toujours extrêmement désagréable de mettre un stop loss quelque part et d'avoir un gap qui ouvre, qui saute votre stop loss et d'avoir par conséquent une perte bien supérieure à ce que vous pensiez, puisqu'en fait votre stop n'a pas été touché, le marché a gapé au-dessus et vous vous retrouvez avec une perte beaucoup plus importante. Alors, si vous n'aimez pas les gaps, François, ne traitez pas les actions, traitez les indices. Parce que pour faire un gap sur le CAC 40 ou le S&P, il faut beaucoup plus d'énergie que pour faire un gap sur une action. Si vous n'aimez pas les gaps, François, traitez les grosses capitalisations. Il faut beaucoup plus d'argent et de masse financière pour faire un gap sur Google, bien qu'il y en ait, que pour faire un gap sur une toute petite action avec un tout petit flottant et un tout petit volume. Okay, donc, plus vous allez avoir de la liquidité, moins vous avez de chances d'avoir un gap. Mais les chances de ne jamais avoir de gap sur une action sont nulles. Vous aurez toujours à certains moments des gaps sur une news et même sur les indices, vous pouvez en avoir des gaps. Regardez ce qui s'est passé sur le CAC 40 au mois de mai, au soir donc de l'élection du premier tour de l'élection présidentielle en mai, on a eu un gap sur le CAC juste gigantesque. Okay, donc les gaps, ça fait partie de l'analyse et du trading. Si vous n'aimez pas les gaps, allez sur le Forex, puisque ça traite en continu, mais vous aurez toujours un gap hebdo, puisque les marchés des devises s'arrêtent le vendredi et reprennent le lundi. Carlos nous dit, je vois les réglages de l'ADX qui parfois sont de 14 et parfois de 11. C'est une erreur, Carlos. L'ADX que j'utilise est toujours sur 11, sauf que parfois j'oublie de le régler sur ma plateforme avant de venir, et donc il est à 14. Mais j'utilise un ADX à 11. Carlos dit également, je ne vois jamais de résistance ou de support oblique tracé sur les graphes de Laurent. Alors c'est vrai, je trace rarement des lignes de tendance parce que pour moi, elles sont peu pertinentes. Croire que le marché va s'arrêter simplement parce que j'ai une oblique haussière qui est testée pour la 4e fois, il y en a qui y croient, ils ont raison. Moi, j'y crois pas trop. Voilà, c'est mon expérience, c'est mon parti pris, c'est arbitraire, subjectif. Je ne suis pas en train de vous dire que les lignes de tendance ne marchent pas. Je suis en train de vous dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, plus vous avez une ligne de tendance qui va converger avec d'autres éléments techniques, plus cette ligne de tendance, et ça en fait c'est le bon sens, va fonctionner. Une ligne de tendance qui n'est appuyée par aucun support horizontal, aucune moyenne mobile, aucun ratio de Fibo, elle est beaucoup plus fragile et elle va beaucoup moins prêter à un rebond qu'une ligne de tendance qui va se solidifier, se renforcer, se muscler avec d'autres indicateurs, d'autres éléments graphiques qui vont confirmer cette zone d'achat dans le cadre d'une tendance haussière. Alors, Carlos, il nous dit que je n'ai pas vu de commentaire sur le réglage de l'ADX dans le webinaire particulier qu'il a fait sur cet indicateur technique. Alors, je vous invite à retourner donc sur la page YouTube BNP Paribas Produits de Bourse, où vous avez, je crois qu'il y en a 40, les 40 ou 39 webinaires que nous avons fait ensemble. Et en l'occurrence, le 29 juin, j'ai fait un webinaire spécial sur le mouvement directionnel. Donc, vous pouvez retrouver ce webinaire, le réécouter, me poser éventuellement des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Le réglage par défaut de l'ADX, c'est 14 périodes, c'est-à-dire a priori 3 semaines. Moi, je prends un ADX un petit peu plus nerveux, en 11 périodes, parfois je le baisse encore un petit peu, sachant que, et c'est logique, si je regarde le S&P, je peux retrécir mon ADX parce qu'il va falloir beaucoup d'énergie pour le bouger. Si en revanche, je regarde une small cap qui est très très volatile ou une matière première très très volatile, par exemple le gaz naturel, je vais avoir tendance à rallonger mon ADX pour que justement je n'ai pas beaucoup de faux signaux. Donc, je vous invite à vous documenter sur la construction de l'ADX. Je vous invite d'une manière générale à ne pas comprendre les choses de manière superficielle pour pouvoir en tirer les bonnes conséquences et en tout cas déjà regardez ce webinaire d'1 heure sur l'ADX, ça vous donnera des éléments d'information.
Alors, on est presque arrivé à la fin de ce webinaire. Le livre de la semaine, c'est le livre de Steve Nissen, Les chandeliers japonais. Steve Nissen, c'est un analyste américain qui a fait de nombreux voyages au Japon pour le compte de sa banque dans les années 90 et qui a découvert donc l'utilisation au Japon des chandeliers et qui a donc décidé de ramener ce mode de lecture de l'évolution du prix en Occident. Et j'ai envie de dire c'est un petit peu le pape, c'est pas le seul, mais c'est un petit peu le pape de l'interprétation occidentale. Enfin, c'est un petit peu le pape de l'application et la traduction japonaise de l'utilisation des chandeliers japonais. Et donc, aux éditions Valor, il y a la traduction française du livre anglais de Steve Nissen, Japanese Candlesticks, les chandeliers japonais, qui est un excellent ouvrage pour comprendre les différentes figures. Tout à l'heure, souvenez-vous, je vous parlais sur le CAC 40 de cette étoile du soir. Il y a beaucoup de figures. Il y a les haramis, les étoiles du matin, les couvertures en nuages noirs, les trois méthodes ascendantes, les trois corbeaux, enfin il y en a des dizaines et des dizaines, c'est absolument passionnant. Donc je vous invite à vous procurer et à lire le livre de Steve Nissen sur les chandeliers japonais. Et puis alors pour terminer, c'est un petit détour par la FAT pour vous rappeler que ces livres sont chers. Par exemple, le livre de Steve Nissen, il coûte 52 euros. C'est cher, hein, c'est comme tous les bouquins d'économie. Ce sont des bouquins qui sont réservés aux professionnels et qui sont chers. Et donc, à la FAT, on a une bibliothèque qui permet donc à tous les membres de pouvoir gratuitement prendre possession des livres, les consulter le temps qu'ils le souhaitent et les renvoyer. Et donc, ça vous permet à moindre frais, j'ai envie de dire beaucoup moins cher de souscrire à la FAT que d'acheter tous ces bouquins d'analyse technique qui sont passionnants. Si par exemple vous êtes intéressé par Ishimoku, on a une très grande spécialiste en France, c'est Karen Pelwal qui a écrit un excellent livre sur Ishimoku et dont la FAT, que la FAT s'est procurée et que nous prêtons donc à nos membres. Et donc, on a une bibliothèque et ça permet à tous nos membres donc de s'instruire, puisque vraiment le leitmotiv de ce webinaire, c'est instruisez-vous, éduquez-vous pour comprendre les principes de l'analyse technique et surtout de ne pas en tirer de mauvaises conclusions. C'est la raison d'être de la FAT, de faire la promotion d'une analyse technique de qualité, parce que souvent les gens me disent « Oh, mais regarde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ça marche pas. » Mais évidemment que ça marche pas. C'est comme tout le reste. Si on a une mise en pratique superficielle des choses, on ne peut pas en tirer les bonnes conclusions. Donc l'analyse technique, c'est pas très compliqué, c'est en tout cas certainement pas plus compliqué qu'une autre discipline, mais il faut y passer du temps, il faut s'instruire et plus vous vous instruisez, plus vous verrez votre portefeuille s'en portera mieux. Voilà, c'était le mot de la fin, Mathieu et chers Merci auditeurs. Laurent. Profitez-en donc hein, de ce que Laurent vient de dire. Empruntez les livres à la FAT si vous le pouvez. Vous ferez des économies comme il l'a dit. Donc c'est Noël un petit peu avant l'heure grâce à Laurent et à la FAT. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Laurent, sauf erreur de ma part, la semaine prochaine, on repartira sur un, un webinaire Plus classique. plus classique, donc revue des marchés avec plus de titres à analyser. Donc envoyez-nous vos demandes. Laurent, je te reprends la main. 2 petites minutes. Voilà. Vous devriez voir donc l'adresse varan.info@bnpparibas.com. Envoyez-nous vos demandes à cette adresse. Comme ça, Falco et moi les recevons et nous les envoyons par la suite à Laurent pour qu'il puisse y répondre. Encore une fois, merci à tous. Merci Laurent pour ton temps et la Merci qualité Mathieu, merci à tous. tes analyses. Très bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tous, à jeudi prochain.